Je vais laisser la parole à David pour qu'il nous présente en fait Start the Fuck Up et aussi les 10 erreurs à ne pas commettre dans le e-commerce. Et voilà, Yes. je lis vos réponses déjà dans le chat. Merci Laura. Bonjour à tous. Enchanté. Moi, je pourrais pas lire le chat, donc c'est Laura qui va faire la transition entre vos questions et mes réponses. Mais du coup, n'hésitez pas à en poser un maximum. Pour me présenter rapidement, moi, je me définis comme un entrepreneur. J'ai lancé plein de boîtes, j'en ai planté plein. J'ai fini par en réussir quelques-unes. Et c'est aujourd'hui mon métier d'aider des gens à lancer des boîtes. Donc moi, en deux mots, je suis le cofondateur de Start the Fuck Up. On est un studio d'innovation. Notre job, c'est d'être les meilleurs du monde entre 0 et 1, entre le moment où vous avez une idée à peu près vague jusqu'au moment où vous avez trouvé votre product market fit, comme on dit, c'est-à-dire le bon produit pour le bon client au bon moment, au bon prix. Et ben moi, nous, chez Start the Fuck Up, notre job, c'est de vous aider au mieux entre ces deux étapes-là, qui sont les étapes clés où 95% des gens se plantent. Donc, comme a très bien dit Laura, aujourd'hui, Start the Fuck Up, on bosse à la fois avec le CAC 40, on a la moitié du CAC 40 en clients, comme avec des PME, comme avec des entrepreneurs qui se lancent et qui ne savent pas trop quoi faire. Voilà, on a tous ces programmes-là. On aura l'occasion d'y revenir. Mais aujourd'hui, donc, pour finir de me présenter moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC. Après, j'ai monté une première boîte. C'était une prépa pour les admissions parallèles. Elle a planté. Ensuite, j'ai monté une deuxième boîte dans les paris sportifs. C'était un peu rare, mais avant la blockchain. Donc, ça a planté. Après, je me suis mis à lancer une boîte qui s'appelle Zeinberg.com, qui est un service d'impression photo haut de gamme. Ça a cartonné. Et ensuite, j'ai lancé Start the Fuck Up. Le e-commerce, c'est quelque chose que je connais parce que j'ai lancé du coup un e-commerce qui a plutôt bien marché. Et on a coaché énormément d'entrepreneurs, notamment des gens qui lançaient des e-commerce, soit des e-commerce simples, entre guillemets, soit des marketplaces. J'ai aussi pas mal travaillé avec des gens qui lançaient ce qu'on appelle du dropshipping, mais du dropshipping amélioré. C'est-à-dire qu'il y a deux types de dropshipping. Tu as le dropshipping où vraiment tu vas juste passer ta commande en Chine et il va l'envoyer. Et il y a des dropshipping que j'appelle améliorés. Ça arrive chez toi et tu retravailles le packaging et tu le revends. Bref, donc c'est des sujets que je dirais pas que je maîtrise absolument, mais en tout cas on en a vu beaucoup, on a vu beaucoup d'erreurs. Et l'objectif de cette con, ça va être de vous transmettre ces 10 erreurs que tout le monde fait quand ils lancent leur boîte. Donc c'est valable pour le e-commerce, mais c'est aussi un peu plus large. Et vous allez voir, les erreurs sont parfois contre-intuitives. Et j'espère, en tout cas, que dans certaines erreurs, vous direz, mais attends, mais c'est pas une erreur, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Bah si, c'est une erreur. On va en reparler. Mais souvent, moi, j'ai fait le master entrepreneur d'HEC. Mes deux associés, ils ont fait le master entrepreneur de Polytechnique. Ensuite, ils sont allés à Berkeley. Ils savaient les erreurs. Et quand on a monté nos boîtes, on les a faites, ces erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc dans ta tête qui te dit, mais moi, c'est différent. Non, mais je sais, la théorie, c'est ça, mais moi, mon cas, il est. Non, ton cas, il n'est pas différent. 99% des gens, ils font les mêmes erreurs et c'est pour ça qu'on est là, pour les éviter. Ok, donc si dans ta tête, tu te dis, ouais, il a raison, mais moi, mon cas, c'est différent, bah, t'écris dans le chat et on en discute et tu vas voir que c'est franchement pas différent. Ou alors peut-être, mais tu seras le 1%. Félicitations. Voilà, ça, c'est le cadre. Donc, je vais vous passer un peu mes slides et vous n'hésitez pas, vous allez voir, ça va être assez interactif, j'espère. Donc voilà, moi, voilà, la belle école qui m'a pas empêché de bien planter, Zangber.com et Start the Fuck Up. Moi, je me définis comme un digital hustler. J'aime bien dire ce mot hustler parce que moi, je suis un mec voilà, je suis pas expert en rien du tout, mais par contre, voilà, j'y vais à fond et c'est ça un peu ma qualité, tu vois. Zeinberg.com, voilà, je vous recommande. D'ailleurs, moi, j'ai commandé dessus récemment. Super, super qualité, mais j'arrête de faire la pub. Start the Fuck Up, voilà, nous, on bosse avec plein de trucs. Notre programme pour les entrepreneurs, il s'appelle Flash. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller sur le site. On fera un call avec vous avec plaisir. 10 erreurs, 10 remèdes. Mais avant de parler de ces 10 erreurs, je voudrais juste vous donner un tout petit peu de théorie. Promis, ça ne va pas être trop long, mais c'est pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Déjà, il y a trois grands piliers dans un business qu'il faut réussir à combiner pour que ton business marche. Le premier, c'est celui-là, la désirabilité. C'est quoi la désirabilité? C'est-à-dire résoudre un problème chez ton client. Si tu ne résous pas de problème, les gens ne vont pas acheter. Ok? Et tu peux faire tous les business du monde, à chaque fois, il y a un problème qui est résolu. On est avec Amazon, c'est quoi le problème qui résout Amazon? Bah, tu as envie d'acheter
n'importe quoi, tu as une idée, ben, tu sais que sur Amazon, il va être probablement et tu sais que tu vas être livré hyper rapidement. Du coup, tu résous ce problème-là. Ensuite, tu as la viabilité, c'est-à-dire ben, quel est le marché d'une part, et ensuite quel est le business model d'autre part. C'est-à-dire, est-ce que je vends plus cher que mon coût d'achat? Ça, c'est la base du commerce. Et est-ce que le marché que j'adresse, il est assez gros? Si tu vends des chaussures pour unijambistes, bah, tu vas peut-être réussir à le vendre assez cher et à gagner une bonne marge, mais tu ne vas pas en vendre beaucoup. Du coup, ta viabilité business, elle n'est pas top. Et enfin, la faisabilité technique, c'est est-ce que tu es capable de livrer ton produit? Ça peut soit être la capacité à faire ton produit, par exemple, si tu veux faire des crèmes hydratantes, bah, est-ce que tu es capable de la faire, de la construire et de valider, de remplir la proposition de valeur que tu proposes? Et ensuite, est-ce qu'en termes de technologie, tu as ce qu'il faut? Par exemple, si tu veux faire une marketplace hyper complexe à la Amazon, est-ce que tu as les techos en interne pour pouvoir le faire? Et si tu n'as pas les moyens de payer ça, comment est-ce que tu peux te débrouiller? Voilà, il y a tous les sujets de prototypage qui vont arriver. Mais globalement, un bon business, c'est tu résous un problème, donc il y a de la désirabilité. Tu as un marché assez gros et les economics, comme on dit, de ton business sont bons, donc tu fais de la marge. Et enfin, bah, tu es capable de délivrer ton produit techniquement là-dedans. Ça, c'est la base. Voilà. Si tu n'as pas ça dans ton business et si vous réfléchissez à un business, dites-vous, est-ce qu'il y a les trois? S'il manque un des trois, il faut que je change de business ou alors il faut que je corrige mon business pour que ça rentre. Et dernière chose, quand tu lances ton business, à avoir en tête, on parle souvent de fail fast, fail often. Vous savez, c'est cette fameuse phrase, là, échoue vite, échoue souvent. En fait, il ne faut pas viser l'échec. Il faut juste être conscient que pour arriver à ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire le bon produit pour la bonne personne au bon moment, il faut que tu aies un nombre d'itérations qui sont en fait des échecs dans ton modèle. Ok. On peut reprendre l'exemple d'Amazon. Je ne connais pas l'histoire super bien, mais il a dû essayer de vendre Jeff Bezos plein de trucs différents sur Amazon, tenter plein de modèles jusqu'à trouver le modèle qui fait qu'il peut vendre des livres et 1 milliard d'autres trucs sur le site. Ok. Et ça, c'est le cas pour tout. C'est le fait de tenter d'itérer sur son modèle jusqu'à trouver la bonne chose à vendre avec le bon discours marketing, etc., qui va faire que tu vas atteindre le product market fit. Du coup, juste le fail fast, fail often, ça veut juste dire remets-toi tout le temps en question et accepte de faire des mini changements à ton business jusqu'à ce qu'il marche. Ok. Voilà, ça c'est les deux trucs de théorie que je voulais aborder. Est-ce que déjà sur ça, il y a des questions ou pas? Ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Dis-moi Laura, est-ce Alors, que personne n'est sur le choqué encore chat, pour le moment? déjà, on a des gens qui demandent votre contact. Je pense que ce sera à la fin, mais vous C'est à pouvez la fin, mais contacter directement mon, sur, mon sur mail, c'est LinkedIn. ouais, c'est ça. Tu pouvez Donc, m'ajouter sur LinkedIn et me parler sur LinkedIn, je réponds, ça marche très bien. Et je vous exact. donne mon Donc, mail à la après, fin. on a Nicolas qui a un problème de slide, mais on a fait des tests, donc peut-être réanime ou refresh ton navigateur. Et ensuite, on a Rémi qui parle des échecs d'Amazon qui a vendu à perte. Donc, merci pour ton Ouais. intervention. Ensuite, on a des questions sur le recrutement pour en fait tes trois piliers. On a Pierre Charles qui demande comment on recrute quand on veut, par exemple, se lancer dans la tech et qu'on a besoin de lancer son entreprise et de ne pas être seul. Alors, si tu es seul, le bon truc, si tu veux, moi, l'analogie que j'aime bien donner, c'est toi, quand tu vas chercher un techos, tu vas t'assurer qu'il est capable de faire, qu'il a le bon niveau technique. Ok, c'est ça que tu vas chercher chez lui. Tu vas dire, est-ce que tu es capable de faire ça? Mais mets-toi dans l'autre sens. Le techos, quand il va chercher un associé, il va chercher quelqu'un qui est bon en business, si c'est ça que tu apportes sur la table. Et donc, prouve que tu es bon en business. Pour prouver que tu es bon en business, essaye de lancer un peu, essaye de, si tu fais une marketplace, de recruter des suppliers, de faire des premières ventes pour dire, OK, moi là, j'ai ce business-là, de lever des fonds, d'avoir un réseau. En gros, c'est qu'est-ce que toi t'apportes. Souvent, les gens ils disent, ouais, j'arrive pas à trouver un associé, mais la vérité, c'est que toi, tu n'as pas aussi le niveau que tu recherches. Et donc, c'est un peu les deux. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens qui cherchent leur associé, c'est avance sur ton projet, va le plus loin possible. Comme ça, tu seras séduisant. Tu diras, viens sur ce projet-là, regarde tout ce que j'ai accompli et regarde, en fait, je te prouve par mes accomplissements que je suis bon. Et comme ça, petit à petit, tu vas créer du mouvement et les gens vont venir à toi. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma boîte quand j'ai lancé Start the Fuck Up, j'étais tout seul. Je me suis dit, c'est pas grave. Moi, je suis plutôt bon en vente. Je vais trouver des clients et après, je trouverai des associés. Mais d'abord que je lance la machine. Et en fait, c'est en trouvant le premier client que j'ai trouvé mes associés parce que j'avais besoin de quelqu'un pour faire la mission que j'avais vendue. Et au final, le match était parfait.
Donc j'ai eu cette chance, mais cette chance, je l'ai créée. Donc c'est un peu ça que moi je voudrais vous dire. Si vous voulez créer des associés, n'allez pas, ouais, va dans les startup week-ends, va dans les cafés où tout le monde raconte sa boîte à la con. Mais la vérité, c'est concentre-toi sur ton client, essaye d'avoir des premières ventes, d'avoir des premiers accomplissements et tu vas voir, ce sera beaucoup plus simple de trouver un associé, ne serait-ce que parce que tu sauras ce que tu veux faire. Tant que tu n'as pas vendu un rond, ben, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Voilà. Enfin, et il y a toujours des outils de prototypage qui te permettent d'avancer un peu plus dedans dans dans ton projet. Voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Vous allez voir, Super. parfois je suis un peu clivant, c'est volontaire. J'aime bien, ça fait du débat, n'hésitez pas. Yes. Euh, N'hésite ok, pas à rebondir, Pierre-Charles, si tu veux, dans le ouais, chat. vraiment. Ensuite, on va peut-être prendre une dernière question avant de te Ouais. laisser poursuivre. Donc, tu parles des phases d'itération, mais Jade se demande comment tu gardes le moral après plusieurs échecs, en fait, niveau mindset. Alors, moi, je vous conseille un super article que je conseille à tout le monde. C'est une meuf qui s'appelle Mathilde Collin qui a monté une licorne qui s'appelle Front. Vous ne connaissez pas, mais personne ne connaît, mais c'est une licorne. C'est un truc pour mieux traiter les mails. Et en gros, elle documente pas mal son aventure entrepreneuriale avec des articles. Et elle a écrit un article, vous pouvez faire Mathilde Collin, Medium, et vous écrivez Embrace the Hardship. Donc, embrace la difficulté. Donc, fais un câlin à la difficulté. En gros, ce qu'elle explique, c'est monter une boîte, c'est des ascenseurs émotionnels. Et tu auras des ascenseurs émotionnels. Quand tu vas signer tes premiers clients, tu auras l'impression que tu es le roi du monde et que tu es le futur Jeff Bezos. Quand tu vas avoir des mauvaises nouvelles, tu vas avoir l'impression qu'en fait c'est terminé, la boîte n'a aucun sens et en fait tu es complètement fou d'avoir cru en ça. Et ces ascenseurs émotionnels-là, le fait de savoir que tu vas les vivre t'aide à mieux les gérer. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est tu vas avoir des ascenseurs émotionnels, parfois tu seras au top, parfois tu seras tout en bas. Ce qu'il faut, c'est que tu continues à tracer ta route et à travailler. Et c'est au final cette hygiène de travail qui va faire que tu vas réussir à résoudre tes problèmes. Ou peut-être que tu vas te louper, peut-être que tu vas fail. Et c'est le jeu. On a, franchement, de tous les entrepreneurs, vous pouvez regarder, la plupart ont planté leur première boîte. Hein. C'est très rare des entrepreneurs qui font un truc de ouf dès la première boîte. Souvent, c'est une boîte qui plante, une deuxième qui marche moyen, et la troisième, tu fais un gros truc. Ça, c'est très, très fréquent quand vous regardez un peu la backstory des entrepreneurs. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et ça vaut pour des entrepreneurs de tout niveau, jusqu'au plus haut niveau. Je ne serais pas étonné d'apprendre que Jeff Bezos, il a planté sa première boîte, quoi. Voilà. Même Jeff Super. Bezos. Alors, on a Morgane qui a mis le lien dans le chat. Je vais vous le partager. Merci beaucoup, Morgane, donc Top. pour ton article. Et on va juste prendre la question de Lucia, du coup, avant de te laisser poursuivre. Yes. Comment organiser ses priorités quand on est seul entre le marketing, les ventes, l'administratif, le tout? Bon, c'est difficile de répondre à une question aussi Ouais, vague, c'est un peu enfin vaste. aussi large, mais si j'ai un truc, le plus important, c'est la vente. Un entrepreneur, c'est avant tout un vendeur. Parle à 100% des entrepreneurs, ils te diront que leur job, c'est faire de la vente. Point. Pour démarrer la boîte, c'est que de la vente. Donc concentre-toi, ta priorité absolue, ultime, c'est de vendre. Voilà. Donc tout le reste, tout ce qui n'est pas vente, c'est moins important. Ça sert à rien d'avoir une SAS avec des super bons statuts, un super pack d'associés si tu fais 0 € de chiffre d'affaires. C'est beaucoup mieux d'avoir 10 000 € de contrat signé que tu n'es pas capable de facturer parce que tu n'as pas encore créé la structure. Ça, c'est des petits problèmes. C'est résolvable. Ce qui n'est pas résolvable, c'est de ne pas avoir de clients. 100% des boîtes, elles meurent parce qu'elles n'ont pas de clients. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que quand tu n'as pas de clients, tu t'embrouilles avec les associés et tous les autres problèmes découlent de ça. Mais si tu as des clients, ça fait le plus dur. Voilà. Super, très clair. Merci pour ta réponse. On reprend. Hop. Et vous allez voir la première erreur. Donc je les ai mises dans. C'est un top 10, hein, il n'y a pas de. La 10e n'est pas meilleure, mais la 7e va vous surprendre, vous allez voir. Euh, Première erreur. Alors là, c'est la classique. J'ai une idée de ouf, mais je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas qu'on me pique l'idée, tu comprends. Il faut d'abord que je dépose un brevet, ou alors si j'en parle à quelqu'un, il va me piquer l'idée, etc. Ça c'est l'idée la plus basique. Vous avez probablement déjà pensé ça, vous, probablement déjà entendu ça de quelqu'un. C'est vraiment la première erreur, c'est l'erreur la plus basique. Si vous avez une idée, mais parlez-en. Pour une raison très simple, c'est que vous allez gagner beaucoup plus à avoir des retours des gens qui vont dire ah ouais mais attends je connais un mec, tiens je te mets en relation, ou alors quelqu'un ah ouais mais je connais quelqu'un qui a monté exactement la même boîte, il a planté, rencontre-le, ou alors quelqu'un qui va t'apporter un bon challenge parce qu'il s'y connaît un peu et qui va te dire mais attends ton truc ça marche pas parce que ça, regarde ça, et là tu vas trouver un énorme problème qui va te permettre d'avancer sur ton idée. Ok, les boîtes quand tu les lances, c'est jamais la version finale. Lancer une boîte, l'idée de base, c'est un prétexte pour avancer sur quelque chose et essayer de résoudre le problème. Si c'était tellement basique que sur une idée que tu as eue dans la douche, tu résolvais ça,
ça servirait à rien. Et il y a l'idée d'une part et tu as ta capacité d'exécution d'autre part. Si tu veux, la dernière fois, je parlais avec un copain qui était investisseur et il me disait, d'un côté, l'idée, c'est de la merde parce qu'en fait, si tu n'as pas la capacité d'exécution, tu peux avoir l'idée que tu veux, tu vas rien en faire. Ok. Je me rappelle, je parlais avec un mec qui avait fondé Brendale, qui est une sorte de Zalando, et il me disait, bah, c'est très simple, tout le monde a lancé la même boîte en même temps. Il y en avait 100 des comme moi, et juste moi, comme j'avais une bonne capacité d'exec, bah, j'étais dans le top 5. Et c'est comme ça que j'ai gagné le marché. Donc, il y a ta capacité d'exécution. Et en fait, ta capacité d'exécution, si tu n'as jamais monté de boîte, tu ne sais pas si elle est là. Donc, vas-y, lance-toi, parle-en, essaye d'augmenter ce skill, en fait. Tu n'as jamais monté de boîte, donc tu n'es forcément pas très bon en lançage de boîte, en lancement de boîte par rapport à quelqu'un qui fait que ça ou qu'on a déjà lancé quelques-unes. Ok. Donc, et cette humilité-là, et essaye de prendre un maximum d'infos pour pas faire les erreurs. Je t'ai dit, moi, j'ai fait des masters entrepreneurs, j'ai fait des erreurs de base en lançant ma boîte. Ça, c'est classique. Ça, c'est un. Et de deux, dès lors que tu sais que tu as la capacité d'exécution, bah, tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un parce que tu vas mieux exécuter de lui. Donc, même s'il y a un autre mec qui lance la même boîte en même temps que toi, si tu es fait pour faire cette boîte-là, personne va essayer de te battre. Il y en a combien qui ont essayé de copier toutes les boîtes à succès Uber? La dernière fois, je lisais sur un nombre de boîtes où ouais, c'était Teddy Bear. Vous connaissez cette boîte Teddy Bear, c'est-à-dire les matelas. En fait, à la base, c'est un concept américain, ça s'appelle Casper. Et le mec, il dit, j'ai lancé Casper, ça a commencé à marcher, et là, j'ai eu 50 concurrents qui se sont lancés. Ok. Et ben, c'est pas grave, c'est le jeu. De toute façon, tu vas avoir des concurrents à un moment donné si tu as touché un bon point. Mais toi, si tu es de la bonne boîte, tu es la bonne personne pour le faire, alors n'aie pas peur. Tu as 80% de bon qui va arriver, peut-être 20% de mauvais en parlant de ton idée. Et si tu n'as jamais monté de boîte, mais enfin, dites-vous ça, obligez-vous à en parler. Ok. Voilà. Et dites-vous ça, le remède, selon moi, c'est votre idée, c'est de la merde, par définition. Je suis un peu dur, mais si tu n'as pas une expertise dans un secteur, que tu n'as jamais monté de boîte, je te dis honnêtement, à 99,9%, l'idée de boîte que tu as en tête, elle est merdique. Parce que tu n'as pas d'expertise, donc c'est une idée vague, et que quand tu vas creuser, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas top, et que voilà, tu n'as jamais monté de boîte, donc ça va changer, ça va changer. Donc voilà, c'est ça mon remède, c'est ayez cette humilité-là, de dire, mon idée est un prétexte pour démarrer. Je vais peut-être cartonner, mais de toute façon, je suis au tout début de l'aventure. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Vraiment, ça, je me bats contre ça. Des gens qui disent, j'ai une idée, mais je ne veux pas en parler. Non, non, parle-en de ton idée. Il va t'arriver que du bon d'en parler. OK? Il y a peut-être des trucs que tu as ratés et ça va te forcer à creuser, 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 creuser. Voilà. Je vous laisse réagir à cette première idée. Je fais exprès d'être un peu clivant, je suis un peu dur, mais, mais voilà, c'est pour faire passer les messages que je veux faire passer. Est-ce qu'il y a des Bah, questions? il y a une question de David Alexandre dans le chat qui lui veut se lancer dans la tech et il dit même si dans la tech c'est une idée qui change un peu, tu lui conseilles d'en parler quand même. Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Mais vous pouvez en parler à même des entrepreneurs. J'ai plein de discussions avec des copains et tout. C'est une erreur de débutant de ne pas parler de son idée. Vraiment. 80% de ce qui va arriver, c'est du bon. Nous, un peu comme une autre boîte qui s'appelle Germinal, on a fait le choix de mettre en ligne tous nos contenus. Parce qu'en fait, les gens, ils se disent pas, oh putain, il a mis du contenu en ligne, vas-y, je vais piquer ses méthodologies, je vais le revendre, je vais faire mieux que lui. C'est l'inverse. Les gens, ils disent, putain, s'il met ça en ligne gratuitement, mais t'imagines si je le paye, ce qu'il va m'apporter? Regarde ce qu'il donne gratos, c'est un truc de ouf. Donc voilà, au même titre que, tu vois, c'est comme si je te dis, tu es coach sportif, tu mets en ligne toutes tes meilleures méthodes, ben ouais, mais c'est super, ça va amener des clients beaucoup plus qu'autre chose. Et donc sur l'idée, parle-en. Personne va te la piquer l'idée parce que de toute façon elle est merdique. Et même si elle n'est pas merdique, les gens ils vont vouloir t'aider à aller plus loin sur l'idée et ce qui va déboucher de ça sera tellement meilleur. Ok, il n'y a pas d'idée révolutionnaire, c'est faux ça. Ou alors si tu as une idée révolutionnaire, c'est que tu es un expert absolu d'un marché de niche et que tu as trouvé un truc. Mais voilà, si tu n'es pas cette personne-là, et même si c'est cette personne-là, il faut en parler. Parce que si tu es expert absolu, bah, peut-être faut que tu prennes du recul, peut-être faut que tu parles à un mec qui est meilleur en business, meilleur en tech pour qu'il puisse t'aiguiller là-dessus. Voilà. Parle-en à nous, tu vas voir, on va te challenger, on va trouver des problèmes. Voilà. Ok, très clair. On a Nathan qui demande, mais du coup, quand est-ce qu'on pose un brevet ou qu'on dépose sa marque niveau propriété Alors, intellectuelle? tu déposes un brevet si tu es un chercheur et que tu as un PhD et que tu as vraiment développé une putain de technologie. Si ton idée, c'est de faire une marketplace qui met en relation Jean-Claude et Michel, ou de faire un truc qui existe déjà,
ne pose pas de brevet, ça n'a pas de valeur. Et de toute façon, le jour où tu as une boîte, si ton truc a de la valeur, le jour où tu as un grand groupe qui va essayer de faire le même truc que toi, tu crois que tu vas porter plainte du haut de tes 8 euros dans le compte en banque. Tu n'as aucune chance. Donc, vous prenez pas la tête avec ça, passez pas des brevets, allez vendre le truc. C'est là où tu vas créer de la valeur. En fait, tout ce qui t'empêche d'aller vendre, c'est des constructions dans ta tête qui, en fait, sont dues à des peurs. Tu as peur d'aller face à ton client pour vendre le truc, du coup, tu trouves toutes les excuses pour ne pas y aller. Et c'est ça qu'il faut se dire. La vraie valeur, c'est toi qui vas essayer de vendre ton truc, qui va te prendre des vents et qui va comprendre pourquoi tu te prends des vents, qui va améliorer ton produit pour finalement bien le vendre. Ok, il y a une phrase connue dans le monde entrepreneurial qui dit si ton produit est prêt quand tu le sors, c'est que tu l'as lancé trop tard. Voilà, c'est globalement ça le mindset. Dès que tu peux aller vendre quelque chose, vas-y. Voilà. Donc tu déposes, à moins que tu sois un truc exceptionnel, tu déposes pas de brevet parce que de toute façon tu vas mal le déposer et le jour où quelqu'un voudra vraiment te piquer l'idée, tu crois que même dans le monde des téléphones, ils se piquent tous les technologies brevetées de ouf. Tu vas prendre un procès, tu vas mettre 3 ans à toucher la thune, ça va te coûter beaucoup trop, ta boîte elle aura fait faillite 4 fois au milieu, ça sert à rien. Voilà mon idée. J'essaye d'être clivant et d'être direct, mais c'est des messages à faire passer parce que c'est valable pour 99% des cas. Donc si vous pensez que vous êtes le 1%, fine. Mais si vous pensez que vous faites partie des 99%, surtout si vous avez jamais monté de boîte et tout ça, écoutez-moi vraiment. Je peux pas faire mieux. Ouais. Yes, il y a Harry Massoudi qui rebondit sur ce que tu dis en disant il faut changer de sémantique, ne plus se dire j'ai une idée business, mais j'ai une hypothèse business à tester. Du coup, Ouais, voilà, c'est ça. pour résumer. Yeah. C'est une excuse pour aller explorer un marché. C'est tout. Ok, très clair. Pour les questions On plus avance? globales, Ah, peut-être, ouais. ouais, on ira à Vas-y, la vas-y, fin vas-y. sur les autres Non, vas-y, questions. pose-moi la question globale et après on avance. Si on veut On finir a à temps, parce que Prince là, qui on est à la moitié demande, du temps. yes, des astuces, par exemple, qu'est-ce qui est nécessaire dans le e-commerce? En gros, qu'est-ce que tu conseilles pour ce domaine-là exactement? De lancer un Shopify et de mettre des photos de ton produit, même si, et d'aller le vendre en fait. Voilà, lancer un e-commerce, c'est le truc le plus facile du monde. Un e-commerce, c'est juste un magasin. Tout le monde a toujours lancé des magasins. Aujourd'hui, tu as un outil qui s'appelle Shopify, qui est l'outil le plus simple du monde, où tu as besoin de rien pour pouvoir lancer ton e-commerce. Tu prends cet outil, ça coûte que dalle. Genre, ça va coûter 20 $ par mois. Tu le lances et tu vends. Et après, pour vendre, bah, du coup, il va falloir que tu chopes du skill. Des compétences en acquisition, des compétences en réseaux sociaux. Voilà, ça dépend de ce que tu vends. Mais Ouais, voilà. demander sur les formations aussi, s'il a besoin de formation, des Bien trucs sûr, vraiment bah oui, nécessaires. oui, oui, bah oui, oui. En fait, si tu te lances en e-commerce, il faut que tu lises un maximum de trucs, que tu deviennes expert du e-commerce, comme au même titre que si tu te lançais en charcuterie, tu prendrais une formation de charcutier pour savoir comment on fait la charcuterie, tu vois. Non, mais c'est tout bête, mais voilà, au final, si tu es zéro en digital, tu n'as jamais lancé de e-commerce et que tu lances un e-commerce, bah, faut que tu montes en compétences. Mais comme tout le monde qui se lance dans un business qu'il ne connaît pas. Et aujourd'hui, il y a plein de ressources en ligne qui sont disponibles, plein de formations qui sont bonnes et qui te permettent de faire. Mais de toute façon, sur de l'acquisition en ligne, bah, tu prends 100 euros, tu les investis sur Facebook, tu fais une formation un peu avant pour comprendre comment on fait et tu apprends sur le tard. Et ça va venir. En un an, tu seras au niveau, globalement. OK? Super. Merci On David. avance. Très clair. Problème numéro 2, roulement de tambour. Paf! Mes clients ne comprennent pas le problème qu'ils ont, je vais créer le besoin. Alors ça, c'est souvent quand tu as une vraie idée de merde, tu dis je vais créer un besoin. Ah, les gens n'ont pas de problème, mais là, ça va créer le besoin parce que là, tu vas sortir la phrase Apple a créé le besoin. Ah ouais, l'iPhone n'en avait pas besoin. Ils ont créé le besoin. Je vais faire pareil. Ok. Ça, vraiment, c'est un problème classique. En fait, même sur l'iPhone, tu vois, on se dit, ah, les gens, ils n'avaient pas besoin d'iPhone avant. En fait, les gens, ils avaient des iPods, ils avaient un téléphone, bah, tu as juste mixé les deux. Donc, ils avaient vraiment le besoin. Et il y a aussi cette phrase qui est connue, parce que j'entends les contre-arguments, qui est de dire, ouais, si on avait demandé aux gens, c'est la phrase de Ford qui disait, si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Et en fait, il a créé la voiture. Mais en fait, les gens, ils voulaient un cheval plus rapide. En fait, par là, ça veut dire je veux aller plus vite d'un point A à un point B, que ce soit un cheval ou autre chose, on s'en fout. Mais en fait, les gens, ils te donnent leurs problèmes, ils ne te donnent pas la solution à leurs problèmes. Mais si tu ne résous pas de problème, tu ne vas pas créer de valeur et personne ne va vouloir payer. Il y a plein de boîtes comme ça qui sont des super idées,
mais qui n'ont jamais trouvé de business model parce que les gens ne sont pas prêts à payer, parce que le problème que tu résous, il n'est pas assez fort. Et vous en avez plein, toutes les applications gratuites que vous utilisez, vous ne seriez pas prêt à payer pour certaines applications. Je pense à un exemple, une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Mapster, dans lequel vous pouvez rentrer les lieux dans lesquels vous aimez aller. C'est génial, ils résolvent un problème. Mais le problème, en fait, il n'est pas assez fort pour que tu sois capable de payer. Et c'est leur gros problème de business model qu'ils ont. Et c'est pour ça que la boîte n'est pas devenue énorme. OK. Voilà, après tu peux dire ouais, Facebook il résolvait pas un problème. Bah si, d'une manière ou d'une autre, les gens ils ont besoin d'être connectés entre eux. Avant ils s'envoyaient des lettres, après ils s'appelaient, ils s'envoyaient des mails. Bah, Facebook c'était bien pour les connecter entre eux. Voilà. Après tu vas me dire ouais, TikTok résout pas un problème. C'est vrai, TikTok résout pas un problème. Après TikTok il résout le problème de la télé. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à foutre et que tu veux t'aérer l'esprit. Voilà. Alors, on peut toujours trouver, mais moi ce que je vous dis c'est si vous lancez un business, quel est le problème que vous résolvez? Et si vous lancez un business en B2B, c'est combien d'argent je vais rapporter à mon client. Les gens, ils ne payent pas pour ne pas gagner d'argent. Enfin, c'est un peu ça la chaîne de valeur, quoi. Donc vraiment, ne sous-estimez pas le problème. Quand vous parlez aux gens, si vous ne sentez pas que vous résolvez un putain de problème, eh ben, c'est qu'il y a un problème quelque part de votre côté. Ok. Vous n'avez pas créé le besoin. Répondez déjà à un problème, ça suffira largement. Et pour remédier à ça, allez parler à votre cible. Vraiment, écoutez-les vraiment, comprenez vraiment ce qu'ils veulent. Ok. Et c'est ça. Il y a une boîte là en ce moment qui est en train de bien marcher qui s'appelle Barouders, qu'on accompagne un peu. C'est une marketplace dans le reconditionné. Bah, le premier conseil que je leur ai donné, c'est aller parler à vos clients. Ils avaient quelques clients, allez leur parler. Et ils passent 30 calls par semaine pour parler aux clients et comprendre exactement pourquoi ils ont acheté, quels sont les problèmes qu'ils ont dans leurs fringues outdoor, etc., pour mieux comprendre et mieux cibler. Et ça, c'est le cas de 100% des gens. Les gars, quand ils ont lancé Airbnb, ils allaient prendre un café avec 100% des gens qui réservaient sur la plateforme pour comprendre pourquoi et être plus précis. C'est une histoire de précision. Vous réussirez si vous êtes super précis dans le problème que vous résolvez et dans les personas. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur celui-là? Celui-là, il est plus basique que le premier, Yes. mais voilà, c'est des trucs qu'on entend souvent. Il y a seulement Anténaïs, du coup, qui a React en demandant si tu pars pas du besoin. Pour trouver une idée de zéro, tu pars de quoi, en fait? D'un problème. Cherche un problème. On ne cherche pas une idée, on cherche un problème. Et c'est en essayant de résoudre un problème que tu vas trouver une idée. Si tu pars d'une idée, tu vas avoir un problème. Et si tu as une idée, pose-toi la première slide. Désirabilité, faisabilité, viabilité. Est-ce que j'ai les trois? Ah ouais, c'est quoi le problème que je résous vraiment? Ok, posez-vous vraiment ces questions-là. Ok, j'avance. Si c'est ok pour toi, Laurent. Ouais, top. Là, le fail numéro 3, classique, que j'adore. Tout le monde m'a dit que c'était une idée de ouf. Ah ouais, ouais, j'en ai parlé à des potes et c'est la guerre. Nanana. Ça, c'est souvent mauvais signe. Parce qu'en fait, si c'est vraiment une idée de ouf, ben vends, 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 vends. La seule unité de mesure objective, c'est la vente. Si quelqu'un a payé pour ton truc, c'est que ça a de la valeur. Si le mec n'a pas payé et qu'il t'a dit que c'est ouf, c'est la plupart du temps que c'est pas engageant. T'imagines un pote, il te donne une idée de boîte, tu as beaucoup plus à perdre à lui dire ah c'est pas ouf pour telle et telle raison que en lui disant ah c'est cool, vas-y ouais lance-toi, c'est trop trop bien. Bah non. Et en fait il y a très peu de gens. Moi je fais partie de peu de gens parce que c'est mon métier. Que quand j'ai un pote qui me donne son idée de boîte, pas, je le défonce, mais ouais j'essaye de lui dire vraiment la vérité. Mais ça c'est rare. Parce que t'as pas envie de t'embrouiller avec les gens et donc tu mets les formes, etc. Mais en fait, plus tu es dur, plus tu es honnête, en fait, plus tu vas aider les gens. Faut pas les démoraliser, mais faut juste se rendre compte, et ça revient un peu avec l'idée du début, c'est ton idée, c'est de la merde de toute façon. Donc lance-toi, essaye d'aller vendre, ok? Et tous les gens qui disent mon idée est géniale, tout le monde dit que c'est ouf, bah déjà, est-ce que tu as parlé aux bonnes personnes, est-ce que tu as parlé aux gens qui vont l'acheter, d'une part, et ensuite, bah go quoi. Moi, au début, avant Start the Fuck Up, la boîte que je voulais lancer, c'était une mini-école d'entrepreneuriat. Une mini-école, tu sais, comme le wagon, 9 semaines pour apprendre à lancer ta boîte. J'étais là, j'en parlais à tout le monde, on me disait ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais en fait, quand je disais est-ce que tu serais client, tout le monde disait ah non, parce qu'il y avait toujours une excuse. Et en fait, ce qui m'a fait ne pas le faire, c'est qu'à un moment, moi, je me suis posé la question est-ce que moi, je serais client de ça? Et je me suis dit ah, bah non, moi, je serais pas client, mais parce que moi aussi, c'est différent, j'ai fait un master en entrepreneuriat. Bah non, si personne n'est prêt à payer, c'est que c'est un peu de la merde. Soyez hyper honnête en fait avec vous-même. L'avis de quelqu'un, ça vaut rien.
s'il sort son argent, là, ça vaut quelque chose. OK? Et donc, pour ça, c'est soit en amont, avant d'avoir sorti quelque chose, vous avez une vraie méthode pour interviewer les gens. Donc, non biaisé, c'est-à-dire ne parle pas de ton idée, mais parle plutôt des problèmes qu'il a et essaye de voir après si ton idée, ton projet résout ce problème-là. Ou alors, encore mieux, ben, va essayer de le vendre si tu as quelque chose à vendre, notamment en e-commerce. En e-commerce, ne me raconte pas ton idée de e-commerce. Dis-moi, j'ai lancé le e-commerce, j'ai fait tant de ventes. Et là, après, on va discuter. Mais si tu me dis, ouais, je pense qu'on peut vendre des cannes à pêche biodégradables parce que je pense que c'est une super idée, j'ai parlé à deux, trois pêcheurs, ils sont contents, ben, je vais te dire, bah vas-y. Si ça existe, tu fais revendeur d'un truc et tu vois si ça marche. Voilà, c'est la vente, la vente, la vente. Soyez le plus pragmatique possible. Pensez vente. Voilà, ça c'est mon problème 3. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il y a Lucia qui demande pour sa situation donc sur le marché du luxe ou haut de gamme, comment tu trouves un problème en fait puisque les gens achètent pour le plaisir, ils n'ont pas vraiment besoin d'acheter quelque chose ni rien, ils n'ont pas de problème en soi. C'est une très bonne question. Donc, si toi, tu veux faire un produit haut de gamme, donc là, tu arrives dans la mode, finalement, moi, je verrais plus dans si tu interviews des clients et que tu essayes de comprendre leurs habitudes d'achat, pourquoi ils achètent des choses et que tu rentres vraiment dans leur psychologie, tu vas réussir à trouver des trucs. Nous, on a fait une mission récemment avec le groupe Richemont, donc à plein de boîtes, genre Chloé, etc. notamment. Et on a interviewé ces personnes-là et on s'est rendu compte que elles avaient envie d'être impliquées dans la création des choses, enfin des fringues, qu'elles avaient envie d'avoir des valeurs, des trucs biodégradables, enfin des trucs respectueux de l'environnement, etc. Et tu vois, c'est en interviewant les gens, je te dis des banalités, hein, mais c'est là-dedans que tu vas réussir peut-être à trouver un axe pour ça, ou alors de dire, bah voilà, moi j'adore les fringues haut de gamme, mais il manque du streetwear, tu vois. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, hein, mais aujourd'hui, bah, soit tu prends du Supreme, soit tu as du Nike. Il n'y a pas vraiment de marque entre les deux. Peut-être qu'il y en a probablement d'ailleurs. Et du coup, bah, peut-être que là, j'ai un axe. Voilà, c'est parler, en fait, au-delà de trouver un problème, parce que c'est vrai que dans le monde du luxe, etc., tu peux peut-être trouver ça qu'il n'y a pas vraiment de problème et tu auras peut-être raison, mais c'est rentrer dans la psychologie des gens, comprendre pourquoi ils n'achètent pas, pour réussir à te positionner dedans. Donc, ma méthode, c'est de parler aux gens, de parler aux clients. Il n'y a que ça qui vaut. Ne parle pas à ta sœur, ne parle pas à ton ami, parle à ton client. OK? Et moins tu les Du connais, coup, mieux. Ouais. Lucia, elle a précisé qu'elle était dans la bière artisanale haut de gamme, mais je trouve que tes conseils s'appliquent aussi du coup. Ouais, bah, tu vois, c'est le positionnement, etc. Voilà, t'es sur un marché super méga concurrentiel. On va y venir parce que c'est un des d'autres problèmes que je vais aborder. Ok, on passe à l'erreur suivante. Tadam, c'était pile l'erreur d'après. Notre différenciateur, c'est qu'on est moins cher. Ça, j'entends souvent ça, des gens qui ont la flemme de se différencier. Non, mais je le lance, mais moi, c'est mieux. Non, mais ouais, je sais, il y en a plein qui font de la bière artisanale, mais la mienne, elle est meilleure. Ou alors, la mienne, elle est moins chère. Donc les gens, ils vont acheter ma bière parce qu'elle est aussi bonne que telle autre bière artisanale qui cartonne, mais la mienne, elle est moins chère. En fait, à chaque fois que tu n'as pas de différenciateur, tu te fais défoncer. Et ça, c'est vraiment quand tu lances ta boîte pour la première fois et que tu n'as pas de différenciateur et que tu te prends dans la gueule un client qui te dit, mais je comprends pas, c'est quoi la différence entre ça entre toi et tel concurrent que je connais et qui a 10 fois plus de légitimité entre guillemets que toi, ah, tu es dans la merde. Et donc, vraiment, faites l'effort de vous différencier. C'est le cours 101 de toute école de commerce, mais souvent, quand vous vous lancez, on ne fait pas attention à ça. On se dit, non, mais moi, je sais que ce que je fais, c'est mieux. Sauf que la vérité, c'est que moi, je ne te connais pas. Et que si ton truc, il n'est pas vraiment différencié, s'il n'y a pas une raison pour laquelle je vais te prendre, bah, je ne vais pas te prendre. Ok, il y en a qui sont forts là-dedans parce que ça peut être un différenciateur, souvent uniquement marketing, genre feed, ils sont super chauds parce qu'ils ont créé énormément de valeur autour de leur bouffe, qui reste un complément alimentaire de base, quoi. Enfin, ça fait 15 ans, 20 ans que ça existe, ces trucs-là. Mais lui, il s'est super bien différencié par le discours marketing et on va réussir des grandes choses, le sport, je sais pas quoi, mais le sport en mode accomplir des choses et pas le sport, je fais du bodybuilding. Voilà, c'est dur, mais différenciez-vous. Si c'est pas hyper clair en quoi tu es différencié de ton client, tu es dans la merde. De ton concurrent, tu es dans la merde. Voilà. Comment on fait une bonne différenciation? Un benchmark. Tu benchmark tout, c'est-à-dire évidemment tous tes compétiteurs, mais prends aussi
dans d'autres business, des trucs qui peuvent être inspirants. Te dire, OK, tu vois, tu lances des bières artisanales, bah, essaye de regarder dans d'autres secteurs avec beaucoup de concurrence, je dis n'importe quoi, dans le vin, et si c'est pas le vin, c'est peut-être dans les eaux minérales, ou même dans un autre secteur, dans les voitures, comment les gens ils ont réussi à se différencier, par quel axe, et te dire bah ok, ça va m'inspirer pour me trouver un différenciateur. Je dis n'importe quoi, ça peut être un différenciateur de goût, mais ça peut aussi être un différenciateur de business model en disant bah nous on te fait un abonnement de bière, ou nous chaque bière on plante un arbre parce que j'ai vu qu'il y avait une boîte qui faisait ça, ou alors nous notre bière, elle est faite selon telle valeur parce que c'est en ESAT, donc c'est des personnes handicapées qui font la mise en bouteille, et donc on est social, tu vois. Trouve un vrai truc qui n'existe pas, et pour que les gens te disent OK, et faites des choix forts. Ça, c'est important. Moi, je suis assez clivant, comme vous pouvez l'entendre depuis le début, et c'est un choix fort. Nous, notre boîte, elle s'appelle Start the Fuck Up. On met fuck. Parfois, on envoie des mails à des gens qui sont au UK, ils nous insultent. Ils nous disent ouais, votre nom il est offensant, je ne bosserai jamais avec vous, etc. Ok. Mais sauf qu'on fait réagir en fait. Au même titre qu'il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui nous ont dit moi je vous ai reçu parce que votre nom je le trouve génial. Et en fait, le fait d'être clivant, c'est un très bon moyen de voir si tu es assez différencié. Ok. Voilà, c'est là en ce moment je regarde le documentaire sur, parce que ça peut même aller à la musique, tu vois, je vois le documentaire sur Kanye West, là, sur sa vie. Bah, Kanye West, il fait de la musique comme personne d'autre, c'est un choix fort, soit tu plantes, soit tu cartonnes. Et c'est le fait d'être super bien différencié. Et je finis avec une petite phrase d'un mec qui s'appelle Peter Thiel, que vous devez connaître, c'est le gars qui a fait PayPal notamment. Et en gros, ce gars-là, il dit il faut que tu sois tellement différencié qu'en fait, tu sois en monopole sur ton marché. Ok. Tesla, ils sont quasiment en monopole sur leur marché pendant longtemps. Tu voulais acheter une voiture électrique de sport, il y avait quasiment que eux. Ils avaient réussi à créer leur monopole. Il y a plein de boîtes en fait qui réussissent à créer un monopole dans ce qu'ils font parce qu'ils sont tellement bien différenciés que voilà, ils sont en monopole. Airbnb au début, ils étaient en monopole sur ça. Et leur concurrence c'était les hôtels, mais c'était tellement différent qu'ils étaient en quasi-monopole. Et donc, c'est ça vraiment réussir à bien se différencier. Si on pousse le machin jusqu'au bout. Mais pour arriver à ça, plein de fails avant d'y arriver. Mais faites un gros benchmark et faites des choix forts dans le différenciateur, surtout dans un marché super concurrentiel comme la bière. Voilà, il faut que ton truc ce soit unique. Quoi. On dit ouais, là, il se passe quelque chose. Voilà. Il y a des questions là-dessus. Alors, on va prendre seulement celle d'Acture qui demande ta définition du benchmark et comment tu vois ce concept en gros. C'est la liste détaillée de tous les compétiteurs que tu as. Par compétition, c'est tous les produits de substitution aussi. Tu vois, en vrai, si demain tu veux lancer une marque de vélo électrique, ben, malgré tout, la trottinette électrique, c'est ton concurrent. Le taxi, c'est ton concurrent. La voiture, c'est ton concurrent. Bon, là, je donne un exemple basique, mais tout ce que tu vois, tu fais feed, le fruit, c'est ton concurrent. Tu vois, le panier de fruits, c'est ton concurrent pour la petite fringale. Ensuite, il faut aussi que tu prennes ce que moi j'appelle le benchmark d'inspiration, c'est-à-dire des boîtes qui ne sont pas de ton secteur, mais dont il y a un truc qui est intéressant, soit un business model différent, soit un business model d'abonnement. Ah, ça arrive tous les mois, donc ouais, j'ai ma petite bière, peut-être un peu différente tous les mois, ou ah, tu vois, ils plantent un arbre. Voilà, tous les petits exemples, c'est prendre dans d'autres industries des trucs qui peuvent être hyper intéressants pour ton industrie. Voilà. Et après, il y a un dernier truc, mais bon, c'est benchmarker la chaîne de valeur. C'est-à-dire que il y a quoi dans ta chaîne de valeur que tu es obligé de connaître sur le bout des doigts pour pouvoir lancer ton truc. Voilà, par exemple, si tu fais du dropshipping, il faut que tu comprennes la chaîne de valeur pour trouver ton marchand en Chine. Ensuite, si tu veux faire du repackaging, quel est ton prestataire pour trouver des packaging, etc. Et avoir un bon benchmark pour pouvoir délivrer ton produit. Mais bon, c'est encore un peu à côté. Et par exemple, si tu fais un SaaS B2B, il faut que tu t'intègres en API avec du Slack si c'est pour les PME, ou avec la suite Microsoft si tu es pour des grands groupes. Et voilà, c'est tout ce genre de trucs qu'il faut avoir en tête. Mais globalement, ça ne va pas te servir à te différencier, ça va juste te servir à faire le produit. Mais pour te différencier, c'est quelle est la compétition, qu'est-ce qu'ils apportent tous, et quelles sont les idées un peu intéressantes. Et si tu mixes ça avec les problèmes des clients, là, tu vas faire le mix de tout ça et tu vas réussir à faire quelque chose qui fait du sens. Très concis comme définition, merci David. On avance. J'essaie de tenir le timing, je ne sais pas si on va tout faire, mais 5. J'attends encore un peu avant de sortir mon produit pour qu'il soit prêt. Voilà. C'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure. Ça, c'est la pire des excuses, quoi. Si tu le sors quand il est prêt, c'est que tu l'as sorti trop tard. Je le répète.
C'est très humain de se dire non mais attends, j'attends un peu, j'ai peur de faire face à mon client, je peux pas montrer à mon client un produit comme ça. Mais bien sûr que si, il faut. Plus tôt tu vas avoir ton client, plus tu as des vrais retours. Il n'y a que ton client qui détient la vérité. Ok. Et la vérité, c'est est-ce qu'il sort sa carte bleue ou pas. Je vous donne un exemple tout bête. Vous connaissez peut-être Luco. Luco, c'est cette start-up dans l'assurance habitation. Donc, c'est une néo-assurance habitation. Donc, c'est une assurance habitation, mais juste que c'est une start-up, donc il y a un meilleur service client, etc. Et eux, en fait, au début, ils ne savaient pas trop ce que voulaient les gens parce qu'ils ont dû créer leur produit d'assurance. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est hé les gars, on a sorti un putain de produit d'assurance, c'est la guerre. Si vous voulez vous préinscrire, c'est là. Et en fait, ils ont fait une préinscription en donnant plein de trucs, plein de promesses. Ouais, on va vous répondre en 2 minutes, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, les gens, ils mettaient leur mail et eux et leur contact et eux, ils les rappelaient. Ils disaient ouais, salut, ouais, bon, il n'est pas encore sorti. Ils n'avaient rien, hein. Il n'est pas encore sorti, etc. Mais du coup, on est encore en train de peaufiner le produit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on mette dedans? Et c'est comme ça qu'ils ont construit avec les gens leurs produits. Des gens qui étaient intéressés, donc des early adopters, comme on dit dans le jargon. Et donc voilà, il faut toujours sortir avant que ce soit prêt. Même quand tu fais un SaaS, qui est un truc hyper compliqué, les gens ils font 1 an de bêta test avec des boîtes partenaires où ils font tester le truc, ils regardent ce qui est utilisé, pas utilisé, etc., etc., etc. Et je donne un dernier exemple parce qu'on est dans du e-commerce. Vous connaissez peut-être cette boîte qui s'appelle Zappos. Zappos, c'est le premier e-commerce du monde de chaussures. Le mec, il a inventé le e-commerce de chaussures au début des années 2000 ou fin des années 90, je ne sais plus, à un moment où on ne savait pas en fait si les gens ils allaient acheter en ligne des chaussures. Donc c'était il y a longtemps, aujourd'hui ça paraît absurde, mais à l'époque, personne ne voulait investir là-dedans. Lui, il s'est dit, bah, tu sais quoi, et on ne parle pas d'un tocard, hein. Le mec, il avait déjà fait une boîte qu'il avait vendu 400 millions avant. Donc il avait les moyens, il aurait pu investir dans un truc ou quoi, ou faire son produit à la bien, il avait du cash. Mais non, il s'est dit, attends, il est allé dans le bâtiment en bas de chez lui, dans le magasin de chaussures, il a pris des chaussures en photo, il a mis les photos sur un site internet et il les a mis en vente. Et les gens qui achetaient, eh ben, il allait en bas de chez lui, il achetait le produit et il l'envoyait lui-même à la poste. Tout ça pour dire que il n'avait pas de produit, mais il s'est dit le meilleur moyen de voir si les gens ils veulent acheter, ben, c'est de le sortir. Et en fait, il faut avoir cette mentalité. Qu'est-ce que je peux faire pour le plus vite possible aller vendre ou essayer d'aller vendre ou aller faire tester d'une manière ou d'une autre ma proposition de valeur à mon client? Et c'est ça qui doit t'obséder. Parce que plus tu passes de temps avec ton client, plus tu te rapproches dans le fail fast, fail often du moment où tu vas trouver la bonne manière de faire. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, plus tu passes de temps dans ta chambre à réfléchir avec toi-même, et si tu recoupes avec ce que je t'ai dit au début, tes idées, c'est de la merde. Donc, tu fais de la merde sur de la merde, et en fait, tu vas sortir un truc et tu vas devoir le jeter. Sauf qu'en fait, comme tu auras passé 6 mois à le faire, bah, tu n'oseras pas trop le jeter parce que bah, tu auras ce qu'on appelle, comme au poker, tu as mis la moitié de ton capital sur la table, tu ne te couches pas comme ça, quoi. Et donc, tu prends des décisions irrationnelles. Bah, c'est exactement pareil. Il faut que ton produit, tu le fasses avec tes clients, que tu le peaufines petit à petit. Il n'y a que le client qui a raison. C'est pour ça que je vous dis que votre idée, c'est de la merde, parce que c'est plein de petits ajustements qui vont faire. Tu vois, c'est un peu comme si je te dis, je te mets sur l'autoroute, après j'arrête les analogies, je te mets sur l'autoroute, tu touches pas ton volant, mais de toute façon, c'est tout droit. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, ça va faire des petits trucs et tu vas très vite te retrouver dans le mur. Alors que si tout le temps, tu mets des petits ajustements avec ton volant, eh ben, tu vas rouler tout droit. Et c'est exactement pareil. Les ajustements sur ton volant, c'est le fait de pouvoir parler à ton client le plus possible. Et c'est la même analogie. Si tu ne touches pas ton volant, tu vas juste aller dans le mur. Toutes les boîtes s'ajustent tout le temps à tous les âges de leur développement. Amazon en premier, ils ont changé combien de fois leur business model? Amazon Go, Amazon Prime, Amazon Prime Video. Ils n'arrêtent pas d'ajuster leur stratégie en fonction de la concurrence, etc. Tout le monde, même quand tu as la taille d'Amazon, tu fais ça. Alors, quand tu as la taille 0, évidemment, il faut le faire. OK. Donc voilà, le sell it before you do it. Il faut vendre, 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 vendre. Soyez obsédé par ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On va juste prendre la question de Warren et Louis, comme ils ont eu la même. Ils te demandent du coup s'il faut même vendre les prototypes au risque de décevoir des clients qui ne pourront pas reconquérir par la suite. Je vais reprendre l'exemple de Luco. Luco, à la base, en plus d'être une assurance habitation, c'était un boîtier hardware que tu mettais sur ta porte. En gros, il disait, grâce à ça, ou sur ton compteur électrique, on va te dire les trucs, les surconsommations, et on va te permettre en live de mieux gérer ta consommation. Ils avaient fait un prototype qui était une sorte de boîte grosse comme ça. T'imagines, tu vas pas mettre un bloc dégueulasse comme ça là.
et ils ont mis en photo sur leur site le même truc mais designé, tu vois. Donc le petit boîtier tout sympa avec le logo Luco, le truc que tu avais envie de mettre chez toi. Ils ont vendu ça sur des sites spécialisés dans les startups, etc., les Kickstarter, tout ça. Ils ont eu des ventes. Et en fait, au moment où ils avaient la vente, ils avaient déjà la connaissance de OK, il y a des mecs qui sont prêts à payer pour ça. Et après, ils appelaient les gens. Ils disaient Hello, bon, en fait, c'est pas exactement ça qu'on a. On a un proto qui fait cette taille-là, donc c'est pas ce que tu as acheté. Donc, ce que je te propose, c'est soit je te rembourse et on reste bons amis, soit je te l'envoie et je te fais un petit discount parce que bon, je suis confiant quand même que c'est pas ce que tu as acheté et je te rembourse peut-être 20% de ce que tu as mis, mais je te jure, ça marche pareil, hein. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu le truc et surtout qu'ils ont eu la réponse à la question est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce boîtier? Et en fait, plus tu vas au bout de la démarche, plus tu as la vraie réponse. Il y a plein de gens qui vendent des trucs et qui envoient, je sais pas, un truc d'un concurrent ou qui le font faire d'abord et ensuite ils le font eux-mêmes. En marque blanche, je peux le faire en marque blanche. Je sais pas c'est quoi ton business, c'est Warren, c'est ça? Je sais pas c'est quoi ton business. Ouais, donc Warren et Louis ont posé à peu près la même question, mais vous pouvez utiliser le chat du coup. Donc Warren, il veut se lancer dans les bijoux Mhm. masculins, entre autres parce qu'il dit qu'il est dans le conseil, qu'il a d'autres idées business. Louis, on attend encore quelques secondes si tu veux Et alors, répondre. Warren, si tu veux te lancer dans les bijoux en B2C, tu fais un Instagram, tu crées tes bijoux en une fois et tu balances. Et tu peux, si tu veux même faire le pirate, tu piques des bijoux qui sont faits par des concurrents et tu les mets sur ton Instagram et tu regardes si les gens ils veulent l'acheter. Enfin, tu as des manières de tester le marché là-dedans. Ou alors, tu sais, tu peux connaître un mec qui sait monter des bijoux, tu les vends et tu les fais monter après les avoir fait. Il y aura un petit délai. Voilà, enfin, tu peux toujours trouver un moyen, mais il faut toujours avoir cette obsession de vendre. Donc, pour vendre, en l'occurrence en B2C, des bijoux, il faut que tu crées une communauté, que tu postes tous les jours sur Instagram des belles stories, que tu donnes envie aux gens et que tu crées une histoire autour de ton truc et que tu te positionnes super bien. Parce que des gens qui vendent des bijoux, il n'y a pas que toi. Donc, Ouais. ça, tout ce que j'ai dit avant compte bien. Marche bien. Yes. Du coup, on a en plus de Warren la réponse de Louis, qui fait quelque chose de complètement différent. Lui, il veut faire un logiciel RH pour aider à la gestion RH en entreprise. Alors, t'es pas le premier à vouloir faire ça, et c'est une très bonne idée. Même si maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que tu mets derrière le logiciel? Eh ben, c'est un peu pareil. Il faut que tu arrives à faire des maquettes et que tu ailles pousser les maquettes à des entreprises pour dire est-ce que tu vas être bêta-testeur, ça va être gratos, etc. Mais est-ce que je résous un vrai problème pour toi? Et si la réponse est oui, bah hop, tu as ton bêta-testeur et donc tu fais un petit prototype que tu vas faire tester. Mais toujours avec des clients. eFounders, qui est la boîte référente dans le SaaS, B2B, ils ont, ils font des maquettes, ils regardent si la maquette marche bien. Tu peux faire ce qu'on appelle une façade, donc un site qui présente ton offre. Et s'ils voient qu'il y a une bonne appétence, ils créent le MVP. Bon, là, en l'occurrence, ça leur prend 6 mois, c'est normal parce que c'est un logiciel. Et après, ils l'envoient 1 an en test pour le raffiner et ils le mettent vraiment sur le marché à l'issue de cette année de test. Ils font ça, les gars. Tout le monde fait ça. Et parce qu'il n'y a que le client qui a la vérité au bout du doigt. Surtout sur des trucs aussi compliqués en termes d'UX qu'un logiciel, parce que tu n'es pas à côté de moi pour me le vendre. Donc regarde comment je l'utilise, etc. Super compliqué. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup pour tes réponses super Passe concrètes. à la suite. Je suis passé par une agence pour réaliser mon site e-commerce, pour réaliser mon produit. Alors là les gars, ça c'est la hache. Quant à ça, tu sais que le mec il est mort. Pour un truc aussi simple qu'un e-commerce, si tu maîtrises pas ton produit de A à Z, si tu n'es pas capable de faire les ajustements dans la seconde, tu es mort. Ne passez pas par des agences au début, quoi. À moins que vous ayez une expérience dans des trucs. Mais aujourd'hui, sur un truc aussi basique que le e-commerce, tu crées ton e-commerce, tu fais tes ads toi-même, tu montes en compétences et après, tu prends des agences. Parce que si tu sais pas faire le truc, tu vas pas savoir les gérer, ça va pas être bien. Euh, voilà, à un moment donné, il faut se retrousser les manches et faire les choses soi-même. Si tu fais un produit et que la valeur, c'est ton produit et que tu ne maîtrises pas ton produit, à quoi tu sers? Euh, voilà, t'imagines, tu fais un e-commerce, tu maîtrises pas le e-commerce, tu maîtrises pas le produit au bout du e-commerce. Ne fais pas ça. Si tu es nul en e-commerce, bah, vends à des revendeurs et passe en retail. Fais du retail avec des revendeurs et ça sera très bien. Ou fais de la marque blanche. Si toi, ce que tu sais faire, c'est faire le produit. Mais si tu veux faire du e-commerce et que ta valeur, c'est de vendre en e-commerce, il faut que tu maîtrises le e-commerce. Euh, Encore une fois,
c'est du business basique. C'est pas parce que c'est digital que c'est pas pareil c'est pareil qu'un charcutier, quoi. C'est juste que tu as accès à plus de monde. Mais tes charcutiers, ben, il faut que tu maîtrises, que tu saches faire le métier de charcutier. Il faut que tu ailles voir les animaux, comprendre comment ça se passe, etc., etc., etc. Bref, tout ça pour dire, soyez dans le concret. Ne croyez pas qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va mettre en des agences là-dessus. Non, non, au début, tu es frugal, tu y vas, tu mets les mains dans le cambouis et après, tu scales avec les agences, etc. Mais il faut savoir faire les choses soi-même. Voilà, il y a plein d'outils de prototypage. Shopify, Bubble, ShareTribe, tout le monde est capable d'utiliser un Shopify, vraiment, j'insiste. Et si vraiment c'est quelque chose que tu ne peux pas prototyper, bah, il faut que tu trouves un associé. Parce que si c'est central dans ta proposition de valeur, bah, il faut que tu aies la compétence, sinon tu ne crées pas de valeur. Vraiment, c'est toujours pareil, c'est quelle est la valeur que tu crées. Si tu n'arrives pas à répondre clairement à la valeur que tu crées, bah, il y a un problème. Il faut que tu maîtrises tes trucs. Voilà, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. C'est du terroir, quoi. C'est un vrai truc. Voilà, faut être un maker, un doer. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, on a des questions un peu plus générales. Par exemple, de Déborah qui veut créer un site d'e-commerce en fait pour la revente de produits dans l'artisanat, de produits de créateurs. Et elle te demande en fait, est-ce que tu lui conseilles d'acheter d'avance aux fournisseurs ou au fur et à mesure que les clients achètent sur le site du coup? Deuxième, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Surtout que tu fais une marketplace. Donc, en vrai, c'est une marketplace. Tu sais, il y a deux types de marketplace. Il y a la marketplace des intermédiaires où il va falloir que un peu comme Amazon, où les vendeurs sont libres et de l'autre côté, les acheteurs sont libres. Et il y a la marketplace intermédiaire où là, c'est un e-commerce classique. C'est juste que tu vas proposer des produits, mais c'est toi qui vas créer les fiches produits, etc. Ça, tu es plus sur du Zalando ou des trucs comme ça. OK? Et si tu es en marketplace intermédiaire, on va dire, bah à ce moment-là, crée un Shopify et vends ton truc. Et tu mets la photo et quand tu vends, tu achètes. Et au pire, une fois de temps en temps, tu auras un problème de stock, tu appelleras ton client. Désolé, on a dit qu'il y avait du stock et pas de stock. C'est pas très grave. Et si tu es en marketplace des intermédiaires, là, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que je conseille au début pour faire une marketplace des intermédiaires, c'est de démarrer par une marketplace intermédiaire. Et je reviens sur Barouders, c'est l'erreur qu'ils ont faite au début. Ils voulaient faire une marketplace des intermédiaires dès le début. Ils ont pris ils ont dépensé 20 000 balles et à la fin, ils ont dit OK, on jette. Ils ont jeté, ils ont fait un Shopify. Et dans le Shopify, c'était intermédiaire, il y a un peu plus de travail. Mais c'est pas grave, parce que le jour où tu vas scaler, tu changeras. Tu passeras en des intermédiaires et tu auras fait ton putain de produit parce que tu auras démontré de l'attraction, tu auras levé des fonds et là, tu pourras payer ça. Chaque chose en son temps. OK? Tu n'es pas obligé de démarrer avec une BM. Tu peux démarrer avec un scooter, tu peux démarrer même avec un vélo, un skateboard. Et à la fin, tu vas l'acheter ta BM. Mais si tu crois que pour aller d'un point A à un point B, il faut absolument que tu aies une BM, ben non, c'est faux. Voilà. C'est l'école de la frugalité, l'entrepreneuriat. Exactement. On dit aussi chez Amazon. Bah oui, Frugalité. encore plus chez Amazon, qui a Ouais. apparemment qui a des bureaux moches, etc., pour garder chaque euro pour le client. Amazon, ils ont poussé le truc, quoi. C'est tout à leur honneur. Ok. Je te laisse poursuivre, ouais. Je sais pas si les bureaux sont moches, je suis jamais allé dans les bureaux d'Amazon, hein. Moi, je les Je te trouve laisse très jolies, confirmer, écoute. je te laisse confirmer, Laura. Fail numéro 7. J'ai pas encore de business model, mais t'inquiète, tu connais Google et Facebook, eux aussi, ils n'en avaient pas quand ils se sont lancés. Alors, sur cette histoire de business model, juste pour qu'on soit conscient d'une chose, pour lancer un business sans business model et réussir à le monétiser, en fait, si je dis pas de bêtises, le seul moyen, c'est de devenir un média, plus ou moins, parce que tu vas faire des pubs. Et en fait, il faut avoir une masse critique tellement énorme d'utilisateurs que c'est hyper rare. Aujourd'hui, dites-vous que même une boîte comme Snapchat, elle n'est pas rentable. Et il y a des utilisateurs. Tout ça pour vous dire quoi? Que si vous êtes dans un business qui n'a pas vocation à être aussi global qu'un Facebook ou quoi, vous êtes dans la merde. Et c'est des business models tellement compliqués à mettre en place. Je vous dis, Mapster, c'est un Français qui a fait un super boulot. Le produit il est top, le mec est trop fort. Même lui, il n'arrive pas à monétiser son truc, quoi, parce que c'est trop dur. Il faut que tu sois mondial pour avoir une chance de monétiser ton truc. Ou alors, tu es sur une putain de niche et tu es un média de niche. Mais si vous avez un problème de business model, les gars, c'est grave. Ne croyez pas que c'est pas grave. Mes deux associés chez Start the Fuck Up, ils ont lancé un réseau social et un jour, ils ont dit, bah, en fait, putain, la masse critique qu'il faut qu'on ait pour avoir un peu un euro, mais elle est tellement loin de ce qu'on est capable de prouver.
Et en fait, il faut que tu ailles dans la Silicon Valley, que tu lèves, relèves, re-relèves pour atteindre la taille de Facebook. Facebook, ils ont pas, je me rappelle à l'époque où ils étaient en bourse, ils n'avaient pas de business model. Tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils avaient inventé ensuite le business. Mais t'imagines les fonds qu'il faut que tu lèves pour atteindre la taille d'arriver en bourse et trouver ton business. C'est tellement rare, c'est tellement l'exemple qui confirme la règle que moi, je vous déconseille de croire en ça. Trouver un business model. Souvent, les boîtes qui n'ont pas de business model ou qui ont un business model de merde et il faut une masse critique tellement énorme pour ça, pour arriver à quelque chose, et ben souvent, ces gens, ce qui se passe, c'est qu'ils abandonnent et ils passent en B2B. Ils disent, bon, ok, et si je faisais le service en B2B? Et souvent, bah, voilà, c'est le pivot un peu de la dernière chance. La plupart du temps, ça ne marche pas et la boîte, elle meurt. Mais voilà, le business model, c'est un truc sérieux, les amis, hein. Ne croyez pas que voilà, c'est pas grave, je vends des cannes à pêche à perte, mais si je vends tellement de cannes à pêche, les mecs ils vont vouloir être en haut de ma liste de cannes à pêche, ça va être trop bien. Ça marche pas ça. Ça marche quand tu es Amazon. Ça marche quand tu as une taille critique énorme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Euh, sur ça? En fait, niveau timing, on arrive à la fin du Ouais. webinaire, mais je vais te laisser terminer la Bah, présentation. Vous j'ai êtes fait, j'ai fait, énormément à poser des questions et n'hésitez j'ai, pas à aller ouais, contacter David, du ouais. coup, et ses associés de Start the Fuck Up sur les réseaux, mais je vais te laisser finir. Je suis vraiment Je l'ai désolée fait. et on ne Non, traitera t'inquiète. pas les dernières questions. Je l'ai fait très vite. Le 8, je manque de réseau, c'est difficile d'entrer en contact avec mes prospects, c'est de la merde ça. Ça c'est faux. Moi, j'ai fait des bonnes écoles et il n'y a pas un client que j'ai eu grâce à mon école. Je contacte les gens à la one again sur du LinkedIn ou quoi et je leur propose des choses et je les ai quoi. Après, il y en a qui arrivent avec le réseau, mais il y en a plein qui arrivent sans réseau. Ça, c'est une fausse excuse. Aujourd'hui, tu as tous les moyens du monde pour contacter n'importe qui. LinkedIn Sales Navigator, tu peux automatiser ta prospection, tu peux faire du call calling. Il y a des milliards d'outils qui existent et que nous on connaît et qu'on vous donnera avec plaisir pour contacter n'importe qui. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse pour demain. Si je veux rentrer en relation avec le PDG d'Amazon France, je peux. J'ai son numéro. Je le trouve en 2 secondes. Voilà. Et j'ai son mail, c'est certain. 9, je me suis bien pitché lors de mon rendez-vous client, j'attends qu'il me rappelle, mais je suis confiant. Ça, voilà, ça c'est erreur de base one-one quand vous faites de la vente, si vous faites un produit B2B. Faut pas parler, faut surtout écouter le client. Bon, voilà, c'est un truc de vente, on y reviendra, mais c'est vos questions qui font la vente, c'est pas votre manière de pitcher la boîte. Et mon produit est prêt, faut que je lève des fonds. Non, non, mon produit est prêt, je vais le vendre. On lève des fonds pour accélérer son business, pas pour démarrer un business. OK? Ou alors, vous avez un track record, vous avez quelque chose qui fait que vous pouvez. Mais c'est très, très rare. Et globalement, si vous êtes capable de lever des fonds en pré-produit, vous le savez. Donc, si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'êtes peut-être pas. Il faut que vous allez faire de la vente. Et c'est beaucoup plus sain d'aller d'abord vendre avant de lever des fonds. Parce qu'après, vous pourrez accélérer, beaucoup mieux utiliser les fonds que vous allez lever. Voilà, donc mon contact, si vous voulez me contacter, david.flack@stfu.pro, sinon LinkedIn, etc. Programme Flash, si vous êtes un entrepreneur, vous voulez qu'on vous accompagne, vous allez sur le site, vous laissez votre contact et on vous rappelle dans la foulée, il y a des liens Calendly pour faire des calls avec nous. Voilà, voilà. Super clair. J'ai vu toutes vos questions dans le chat. Du coup, je t'en transmettrai certaines, David, si ça t'intéresse. Et vos questions sur le replay, sachez que ce sera disponible sur le site avec un petit temps de latence sur le site de l'accélérateur du numérique, parce qu'on a des départements qui vont visionner la vidéo. On est désolé d'ailleurs pour l'attente entre la session live et la session en replay. Donc, Géraldine, Cassandra, Victoria, Evelyne, j'ai vu toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux avec nous pour vos questions. Envoyez-les-moi par LinkedIn, je répondrai. Et Ouais. sinon, prenez des rendez-vous flash avec vous si vous voulez vous faire accompagner. On est un organisme de formation. Vous pouvez faire financer ça par le CPF et des trucs comme ça si vous en avez. Yes, vous avez son mail en plus là qui est sur la slide, donc Voilà. n'hésitez vraiment pas. Et ça conclut donc la session de webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à remercier encore une fois David et toute l'équipe Start the Fuck Up donc pour ce que vous faites, pour ce que Merci. vous offrez en fait aux entrepreneurs français. Merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux et d'avoir posé autant de questions dans le chat. Merci pour votre attention du coup et vos retours. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Donc, donnez-nous vos avis, vos feedbacks. Dites-nous si vous avez apprécié ou si vous nous recommandez un autre format. Voilà, donc je vous retrouve moi demain pour un webinaire sur l'intelligence artificielle. J'espère que vous y voir nombreux. Et je te laisse le mot de la fin peut-être, David. Bah voilà, lancez-vous. Si vous voulez vous lancer, Ouais. lancez-vous. Mais sachez que voilà, faut pas le faire n'importe comment. Ces erreurs-là que je vous ai mises, de toute façon, vous allez probablement les faire quand même, même malgré le fait que je vous ai dit de pas les faire. C'est comme ça. Il y a des choses qui s'apprennent que par l'expérience. Moi, j'ai fait ces erreurs-là aussi. Mais voilà, au moins, voilà.
si ça peut vous aider, mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Mais c'est dur. Super. Bah, merci encore pour ces dernières recommandations. Merci à À toi, bientôt. merci à vous. Donc, Au tout revoir. sera en replay, vous inquiétez pas. Au revoir.